C'est Véronique Olmy que nous allons accueillir pour son nouveau titre, Les évasions particulières. Véronique Olmy, vous la connaissez aussi, c'est une fidèle des éditions Albin Michel depuis plusieurs années maintenant, comédienne, dramaturge, romancière. Véronique Olmy a vécu à Nice, elle est venue ensuite à Paris, elle est montée à Paris comme on dit couramment, notamment pour suivre des cours de théâtre. Et puis parmi les romans que l'on doit à Véronique Olmy, citons Bord de mer, Cet été-là, ou plus récemment Bakita. Bakita qui a été un énorme succès grâce à vous, libraire. C'était ce portrait de cette femme esclave devenue religieuse et canonisée par le pape Jean-Paul II en 2000. Un livre pour lequel Véronique Olmy a reçu le prix Patrimoine BPE, le prix FNAC. Elle a également été en lice pour le Goncourt et le Goncourt des lycéens. Et voici donc ce 14e titre, Les évasions particulières. Bonjour Véronique Olmy. Merci, quel plaisir de vous accueillir. J'imagine que vous êtes toujours un petit peu fébrile dans la sortie d'un nouveau livre, d'un nouveau roman. Il y a toujours un petit peu d'appréhension? Oui, mais j'aime bien cette fébrilité-là. J'aime bien, ça veut dire que quelque chose va se passer. En tout cas, quelque chose se passe pour moi. Quelque chose se passe. On va regarder quelques images avant Okay. d'entrer dans le vif du sujet. Jolie couverture. Nous évoquions tout à l'heure les souvenirs d'enfance avec Daniel Picouli. Et c'est vrai que cette couverture nous plonge aussi dans les souvenirs de notre enfance avec cette petite gamine qui joue à la marelle. Voici une famille, la famille Malivieri. Nous sommes dans les années 70. C'est une famille où on s'aime sans peut-être savoir vraiment se le dire. Une famille modeste, le père, la mère et puis les trois filles que l'on va voir évoluer sur plusieurs années, sur le fil d'une décennie. Ils vivent dans le sud de la France, à Aix précisément. Et puis il y a Hélène qui a 11-12 ans au début du roman, qui passe beaucoup de temps aussi chez son oncle, en région parisienne. Vous nous expliquerez un petit peu pourquoi tout à l'heure. Quelle est-elle cette famille Malivieri et en quoi ressemble-t-elle peut-être à votre propre famille? Oui, cette famille Malivieri, je la connais un peu parce que moi aussi je suis d'Aix-en-Provence, d'une famille catholique pas intégriste mais très pratiquante, très engagée dans le catholicisme. Et donc, c'est une famille dans laquelle les deux parents sont, en fait, je m'en suis rendu compte en écrivant le roman, très jeunes. Ils se sont mariés à 18 ans, ils ont eu leur aînée Sabine à 20 ans, et on n'imagine pas à quel point cette génération qui vient de familles, tous les deux, ils sont les derniers, les septièmes de familles catholiques nombreuses. On n'imagine pas à quel point ils ont dû faire face très tôt à des responsabilités familiales. Il y a la mère qui est au début du roman une mère au foyer. Elle va évoluer tout au long du livre. Et le père qui est un instituteur dans une école catholique, Sainte-Catherine à Aix-en-Provence. Et c'est une famille qui va se retrouver bousculée par l'après 68. C'est un livre sur le retentissement. Il y a eu mai 68 dans le monde et là, pour moi, principalement en France. Et ce qui m'a intéressée, c'est comment cette famille-là, en province, modeste, qui a priori n'a rien pour adhérer à la libération de la femme, à l'éclatement comme ça d'une société qui veut du changement, comment cette famille va bouger. C'est une famille aimante et c'est une famille qui va un peu se déstructurer. Nous sommes à Aix, hein, la famille Malivieri vit dans le sud, à Aix-en-Provence. Ce n'est pas anodin, ça, le choix de cette ville. Non, c'est une ville dans laquelle il y a beaucoup de facultés. Donc en 68, il y avait les facultés de lettres, donc énormément de mouvements qui suivaient la révolution de mai 68. Et il y a surtout un palais de justice dans lequel, qui jouxtait mon collège, le collège des prêcheurs, et dans lequel il y a eu parmi les procès les plus importants pour la libération de la femme. Il y a eu des procès où il y avait Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, il y a eu le procès des inculpés du MLAC. C'est une ville vraiment qui se prêtait très bien à ce roman, qui se veut une fresque de ces années, de ces 10 années, la fin des 30 glorieuses, qui nous amène à cette grande nuit du 10 mai 81, la nuit de l'espoir. Et cette ville était très propice à cette sorte de bouillonnement.
Quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de raconter cette histoire dont vous êtes tellement proche? Eh bien, en fait, c'était en mars 2018 et j'étais allée à Aix pour recevoir un prix, le prix des lecteurs du Sud, qui est présidé par Paul Constant. Et on m'avait remis un clou, vous savez, un clou de voirie. Et sur ce clou, l'emblème, c'est le C de Cézanne. Alors, ça aurait dû me faire penser en premier au peintre, mais moi, Cézanne, pour moi, c'est le nom de mon lycée. Et je me suis retrouvée, je n'avais pas préparé de discours, ce qui est assez rare chez moi. Et tout d'un coup, j'étais très émue d'avoir ce clou, ce nom Cézanne. Et je me suis lancée et j'ai parlé de ce que c'était d'être jeune dans ces années-là où on ne peut pas imaginer, mais il n'y avait pas de mixité. C'était très dur, c'était l'après 68, mais il y avait encore des règles terrifiantes. Et qu'est-ce que c'était de trouver des garçons, de s'émanciper, de se trouver soi-même surtout. C'était ça le plus important. Et voilà. Et l'idée de cette fresque de la France, c'est le retentissement de ce qui se passe dans l'espace commun sur l'intimité et vice-versa. Comment on peut interagir? Vous écrivez, Sabine avait l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière elle, et ce n'était ni ses parents, ni sa famille ou ses amis, c'était bien plus que cela. C'était le monde qui l'avait précédée avec sa loi, sa morale, sa religion. Tout ce qui s'était inventé et construit avant elle est détruit aussi, car une destruction était en cours. On se pensait sauvé par la fulgurance de nos vies, sauvé par la pensée qu'on ne verrait pas le cataclysme, et on le renvoyait à des dates sans réalité, des années qui commençaient par 2000, une abstraction. Sabine savait que son premier pas hors du cercle familial briserait leur vie ensemble. Les trois sœurs et leurs parents, ce temps s'effacerait et ne reviendrait pas, et chacun garderait de ces années-là la nostalgie d'une époque où l'on n'abîmait pas ses rêves au contact du réel. Il y a de votre part une nostalgie de cette époque, parce que quand on lit le roman, on voit aussi qu'il y a cette violence, ces trois sœurs qui essayent de grandir, cabossées par la vie. Gardez-vous néanmoins une certaine nostalgie? Pas de nostalgie parce que ce n'est pas un sentiment que j'éprouve, j'ai de la tendresse. J'ai de la tendresse parce qu'avec le recul, je vois que cet échiquier familial, c'est-à-dire chacun au départ à sa place, le père, la mère, l'aîné, la cadette, etc. Et puis sa fonction, chacun a sa case. Et puis à chaque fois qu'un pion bouge, les filles vont s'en aller à Paris, tout se restructure, se déstructure et se restructure. Et j'ai trouvé que... Oui, j'éprouve beaucoup de tendresse pour ces gens qui constamment, comme il est dit au début de votre citation, c'est-à-dire c'est quoi notre place dans le monde, comment est-ce qu'on l'a fait? On n'est pas obligé d'être la réplique de nos parents, on n'est pas obligé de vivre comme on nous demande de vivre, mais alors quoi? Et le livre, il est fait de ça. Quelles sont les influences qui viennent nous construire, qui nous choquent au début? Rien n'est évident, c'est-à-dire qu'on a des influences extérieures par les gens qu'on rencontre, par les pétitions, par les manifestations, par les chansons, par les livres, par les journaux, et ça nous submerge. Et comment on fait pour trouver sa vraie liberté à l'intérieur de ce magnifique bouleversement? Et non, c'est juste une tendresse parce que c'est compliqué. Moi, j'aime bien la complexité. C'est compliqué pour chacun de ces personnages, les uns par rapport aux autres, et puis chacun pour soi. Et pourtant, on est liés dans la famille. On a besoin, on doit s'en dégager, mais il y a un lien indestructible et souterrain très fort. À travers le personnage de ces trois sœurs, Sabine, Mariette et Hélène, la mère aussi Agnès, vous nous parlez de l'évolution de la cause féminine pendant plus d'une décennie. Il y a quand même quelques portraits masculins, notamment le père, le père dont vous dites qu'il est un catholique sensuel, beau, intègre et fidèle, un catholique sensuel. Ah oui, parce que les catholiques peuvent être sensuels. Ça, c'est mon père, c'est totalement le portrait de mon père. C'est un homme qui était débordant, qui est débordant d'amour pour les siens, pour ses filles, pour sa femme. Et il est entravé par une religion catholique qui est devenue une religion de la menace. Il n'a pas les mots pour montrer qu'il Mais aime non, il ne sa sait pas femme et faire. ses Parce filles. que ce qui m'intéressait, ce n'était pas de mettre en face de cette formidable avancée de la cause féministe, c'était pas de mettre un macho ou un patriarche, c'était de mettre un homme qui aurait voulu comprendre, mais qui ne comprend pas ce qui se passe, qui est empêché. Je trouvais que c'était ça qui était beau. Puis c'est mon père, et effectivement, il reste un peu avec son amour, les bras ballants, quoi, parce que ses filles, sa femme, ça va trop vite pour lui. Il y a cette famille où on s'aime sans savoir se le dire et où parfois les fins de mois sont difficiles. Et de temps en temps, même très souvent pendant l'année, Hélène va vivre chez son oncle et sa tante qui, eux, sont à Neuilly, ont une belle situation.
Et là, il y a une sorte de jalousie, la jalousie sociale, mais aussi une jalousie affective, parce que chez l'oncle et la tante, là, on ne s'aime pas vraiment, on n'est pas une famille unie, et on jalouse peut-être la réussite de la famille Malivieri en tant que famille, justement. Alors ça, c'est un fragment autobiographique. C'est-à-dire, moi, c'était ma situation. Je vivais entre mes parents qui étaient vraiment dans le besoin, et cet oncle à Neuilly qui était beaucoup plus riche que ce que je le décris dans le roman. Et il y avait comme ça ce va-et-vient entre les deux milieux qui était une formidable façon d'apprendre à s'adapter, mais c'est aussi un monde du silence parce qu'il fallait jamais parler de ce qui se passait chez l'une ou chez l'autre. Et effectivement, dans ma famille, il y avait ce lien, cette famille unie très forte. Et puis chez l'oncle, c'est d'autres découvertes. Et l'argent est un facteur très important pas seulement dans la façon de vivre, mais dans la façon de régir les liens entre les individus d'une même famille, quelles sont les hiérarchies. Et en fait, j'ai trouvé que c'était important de le mettre dans ce roman parce que, vivant moi entre Neuilly et Aix, j'avais les échos pas seulement de deux familles, de deux façons de vivre, mais à l'époque, la province était très loin de Paris. Et donc de deux pôles très différents. Ce livre qui raconte l'évolution de la place de la femme dans la société sur 10 ans arrive à un moment où l'actualité nous a montré que le combat était encore important. Vous avez eu peur qu'il y ait télescopage avec cette actualité? Non, pas du tout, tant mieux. Moi, je n'ai pas écrit le livre pour le figer dans une époque. Quand j'ai écrit ce livre qui va de 70 à 81, j'ai dû aller très, très avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après-guerre, parce que tout vient de là, les 30 Glorieuses, elles viennent de là. Qu'est-ce qui se passe nous, on vivait encore vraiment beaucoup sous les lois de Vichy, hein, pour ce qui était de l'avortement, de la contraception, de l'homosexualité. Donc, il fallait s'intéresser à tout ce qui était avant. Et puis, c'est en résonance avec aujourd'hui, parce que ce livre, ce qu'il démontre au niveau de la cause féministe et de l'écologie et de la cause animale et de la cause des homosexuels, c'est que on savait tout. Les scientifiques, les intellectuels, les écrivains, les jeunes, tout le monde le disait, manifestait, prévenait. Et puis, on est là aujourd'hui. Et c'est un livre qui est fait pour être tiré comme un fil rouge. C'est pas une nostalgie d'un certain temps, c'est un mouvement qui a été très important, puisque ces années 70, c'est la légalisation de l'avortement, la légalisation, l'homosexualité n'est plus punie, n'est plus une maladie mentale. Il y a énormément de choses. Ça bouge beaucoup, c'est pas fini, il faut continuer, mais ça montre aussi que l'engagement, ça paye. Et moi, j'aime cette expression « passer dans les mœurs ». Qu'est-ce qui fait qu'on accepte quelque chose après avoir été choqué? Il y a des affrontements et ensuite, ça nous paraît normal. C'est quoi ce cheminement? Toute dernière question, Véronique Colmy. Oui. Pourquoi ce livre sur la condition de la femme, ce livre dans lequel vous êtes très présente? Pourquoi ce livre maintenant dans votre vie de femme et de romancière? Peut-être parce que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, on savait déjà que c'est pas fini et que je pense que j'ai écrit ce livre pour mes enfants et puis sûrement pour les enfants de mes enfants, pour continuer ce lien, cette cohérence. En tout cas, voilà une belle histoire, à la fois émouvante et parfois dramatique aussi. C'est le destin de ces trois sœurs que l'on va suivre sur une décennie. Ça s'appelle Les Évasions particulières. C'est votre actualité, Véronique Colmy. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Passez un bel été. Et puis on aura l'occasion de vous retrouver donc en librairie à partir du mois de septembre. À bientôt. Merci.